République Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Vers le rejet donc du budget pour 2013 au Sénat, une fois de plus une alliance de circonstances entre les communistes, la droite et le centre, souligne l'alliance de majorité au Sénat pour appuyer le gouvernement dans ses grandes orientations. Retour à la case départ pour l'UMP. Le blocage et la tension extrême. François Fillon et Jean-François Copé s'accusent mutuellement de rendre impossible une nouvelle consultation des militants. L'ancien Premier ministre est venu saluer ses troupes aujourd'hui au Sénat. Manuel Valls précise les critères que devront remplir les sans-papiers pour être régularisés, mais le nombre de titres de séjour accordés ne devrait pas augmenter. Les invités du 19h sur ce plateau tout à l'heure, les sénateurs, tous en provenance directe de la science, et puis avec nous également Frédéric Salabarou, ancien secrétaire général de l'Élysée et gendre de Jacques Chirac, qui fête demain ses 80 ans. Le débat budgétaire au Sénat donc qui est en cours, on s'approche du vote, chaque groupe s'exprime depuis une heure maintenant pour exposer sa position et le vote est donc imminent. Nous vous retrouvons sur place, Delphine Girard. Oui, Michel, vous l'avez dit, le vote est imminent car c'est François Rebsamen qui s'exprime en ce moment. C'est le dernier orateur qui est inscrit pour les explications de vote. Il y aura donc après un scrutin public sur l'ensemble de cette première partie, la partie recette. Mais il y aura également un vote, c'est une seconde délibération qui a été demandée par le gouvernement sur des articles qui avaient été retoqués par les sénateurs, d'où une certaine crispation ici ce soir dans l'hémicycle. Alors on le sait, eh bien, sauf surprise, et c'est ce qui a été dit tout au long de ces explications de vote. Comme les communistes s'abstiennent, eh bien la majorité ici, PS, écologistes et puis radicaux de gauche, auront bien du mal à faire passer ce texte. C'est donc un nouveau revers pour le gouvernement qui va certainement voir donc pour une quatrième fois un texte rejeté ici au Sénat. Dès que nous avons les résultats, Michel, eh bien nous revenons vers vous. Voilà, vous intervenez tout de suite bien sûr dans le 19h. Vous l'avez dit, le vote contre des centristes, bien sûr de l'UMP, et puis l'abstention des communistes vont aboutir à un nouveau rejet d'un texte clé au Sénat. Écoutons les ultimes déclarations dans les différents groupes, donc il y a tout juste un instant. Le capitaine nous a donné le cap, nous savons où nous voulons aller. Dès lors, il nous faut, dans cette navigation en eau tumultueuse, soutenir le gouvernement dans ses efforts, de manière que demain, notre jeunesse puisse naviguer sur une mer plus calme. C'est ce à quoi je vous appelle tous, membres de la majorité, pour soutenir cet effort du gouvernement. Le rapporteur général n'a pas le mal de mer et par conséquent, lorsqu'il faut changer de direction de manière imprévue, alors peut-être pour remonter au vent, pour tirer des bords, n'est-ce pas? Il a le cœur bien accroché, même si l'horizon est brumeux et même si la mer est dangereuse. Retour à une problématique, à une sémantique classique. Il faut faire payer les riches, on va rétablir l'ISF comme avant, on va s'intéresser à certaines niches fiscales sans les supprimer, etc., etc. Ce budget nous apparaît plus que jamais comme un rendez-vous manqué entre le gouvernement, c'est-à-dire la France, et la crise économique. Nous pensons, comme l'a rappelé Thierry Foucault tout à l'heure, qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué. C'est avec un esprit véritablement responsable que nous prenons cette décision d'abstention, car nous souhaitons que le budget donne les moyens à l'État de mener une politique de progrès social et de progrès humain. Voilà, on revient donc sur ce vote attendu, ses motivations et puis ses conséquences pour le gouvernement avec nos invités dans un instant, notamment Marie-France Beaufils qu'on vient d'entendre, également Jean Arthuis ou encore Fabienne Keller. Les Floranges à Paris aujourd'hui pour appuyer François Hollande et Arnaud Montebourg dans leur bras de fer avec Mittal. À 3 jours de la fin du délai de reprise des hauts fourneaux de Moselle, les sidérurgistes ont manifesté devant l'Assemblée nationale. Ils disent vouloir camper devant Bercy jusqu'à samedi et ils ont obtenu l'assurance que le site sera nationalisé, c'est ce qu'ont dit les syndicats il y a un instant. Si Mittal refuse de céder l'ensemble du site de Florange, un repreneur serait prêt à investir quelques 400 millions d'euros, selon le ministre du redressement productif. Sur son blog, Alain Juppé juge aujourd'hui Arnaud Montebourg dangereux
en raison, écrit-il, de ses déclarations calamiteuses sur la famille Mittal. SFR supprime 856 emplois pour sauvegarder sa compétitivité. L'opérateur de téléphonie mise sur des départs volontaires. Le groupe avait évoqué déjà il y a quelques mois l'impact de l'arrivée du 4e opérateur sur le marché, Free. Mais les syndicats de SFR font valoir ce soir que les charges de personnel sont inférieures à 7% du chiffre d'affaires. Un pas en avant hier, 2 en arrière aujourd'hui. L'UMP à nouveau bloqué après la relance des hostilités entre Jean-François Copé et François Fillon. Le premier jugeant que les conditions pour envisager un référendum ne sont pas réunies. Explication, Julie Hulin. Les journées se suivent et se ressemblent à l'UMP. Alors qu'une sortie de crise semblait hier se profiler, ce soir, le camp de Jean-François Copé a décidé de rompre toute négociation. Le feuilleton post-électoral a trop duré. Après de nombreuses journées de discussions, de négociations et de pas en avant et de main tendue de la part de Jean-François Copé, il faut bien entendu qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et François Fillon n'ayant pas souhaité dissoudre ce groupe qui l'a créé, nous sommes obligés de prendre acte de sa décision et de nous mettre au travail. Pourtant, hier, l'idée d'un référendum avait été approuvée par les deux camps. Restait à en définir les conditions. Côté Fillon, une volonté, celle de la mise en place d'une instance indépendante pour organiser l'élection et d'une direction collégiale à la tête du parti. Côté Copé, une exigence, la disparition du groupe dissident à l'Assemblée nationale. En fin de matinée, c'est finalement un groupe de députés non alignés qui suggère une solution. Nous lançons un appel pour retrouver l'unité du groupe UMP à l'Assemblée nationale avant aujourd'hui 15 h. Pour mettre en place simultanément à l'UMP un comité des sages chargé de définir les conditions d'un référendum à tenir avant le 31 janvier 2013. Une proposition saisie au vol par Jean-François Copé quelques minutes plus tard. Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, comme d'ailleurs beaucoup de nos amis, demandent à François Fillon avant 15 h de retirer son groupe. Je pense dissident, je pense que c'est la sagesse. Réaction immédiate de François Fillon qui refuse de céder à ce qu'il appelle un ultimatum chronométré. À 15 h, rien n'a bougé et certains sont excédés. S'ils sont dans une telle haine de l'autre qu'ils veulent le flinguer politiquement, c'est leur choix, c'est leur droit. Simplement, ils sont tous en train de nous entraîner avec. Une UMP plus que jamais divisée et déjà sanctionnée dans les sondages. Selon le dernier baromètre TNS Sofres, Jean-François Copé et François Fillon perdent chacun 6 points de popularité auprès de l'ensemble des Français. Et au Sénat, les fillonistes sont majoritaires à l'UMP. Ils ont retrouvé ce matin l'ancien Premier ministre venu envisager avec eux ce nouveau vote des militants. Jérôme Rabier. Après la création hier d'un groupe à part à l'Assemblée, François Fillon a consacré sa seule sortie publique de la journée aux sénateurs qui le soutiennent. Autour d'un petit déjeuner, il est venu avec eux concocter la stratégie à adopter pour le groupe sénatorial de l'UMP. Et à la sortie, la demande était claire. Nous voulons revoter. Je crois que si l'affaire du référendum ne peut plus tenir parce que Jean-François Copé n'en veut pas après l'avoir proposé, nous demandons simplement que l'on redonne la parole aux militants. C'est la seule manière d'en sortir et je crois que c'est d'ailleurs ce que majoritairement les militants veulent. Ils ont alors imposé le vote d'une motion au groupe dans son ensemble, pourtant dirigée par un proche de Jean-François Copé, le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Ce dernier a dû se rallier à la loi du nombre. C'est pas un ultimatum, ça s'appelle un vœu, un souhait. Mais il est clair que les sénatrices et les sénateurs du groupe UMP, qui sont aussi des responsables politiques, souhaitent que l'on puisse faire un nouveau vote à l'intérieur de notre formation politique. D'autres soutiens de Jean-François Copé qui n'ont pas pris part au vote pour marquer leur opposition préfèrent minimiser l'ampleur de cette décision. Je ne suis pas sûr que ce texte de motion du Sénat rajoute grand-chose au débat, mais bon, il ne mange pas de pain, si je puis dire, dans la mesure où c'est à la fois pas une injonction et le groupe n'a pas éclaté. Fidèle à son image de pondération, le Sénat a encore une fois voulu se différencier. Hors de question de diviser une famille politique déjà affaiblie, même si cette demande de nouveau vote a permis de vérifier la forte domination des fillonistes au sein du groupe UMP à la Haute Assemblée. Loin de la crise à l'UMP, les 80 ans de Jacques Chirac, anniversaire demain de l'ancien chef de l'État, dont nous recevons donc le gendre, l'ami, celui qui fut son secrétaire général à l'Élysée. Frédéric Salabarou, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Jacques Chirac est très loin de la crise à l'UMP aujourd'hui. Il la regarde, évidemment. Mais désormais, il est très loin de tous ces sujets, oui.
Est-ce qu'il s'intéresse encore à la politique? De moins en moins. Il s'intéresse à d'autres choses, mais de moins en moins à la politique. Et il faut dire que le spectacle qui est donné en ce moment n'est pas nécessairement de nature à lui redonner l'intérêt pour ces questions. Ouais, encore un mot sur la santé de l'ancien chef de l'État. On se souvient qu'il avait pris position, de façon assez tonitruante d'ailleurs, lors de la dernière campagne présidentielle. Depuis cette période, une page s'est vraiment tournée pour lui. Je crois que la situation de Jacques Chirac, chacun la connaît. Il est comme des milliers de Français confrontés à la maladie de l'âge. Et donc, comme des milliers de Français aujourd'hui, il est avec les siens, avec ses amis, dans sa famille. Et je crois qu'il faut respecter cette situation-là. En 2007, il avait dit qu'il ne resterait plus dans la vie politique. L'épisode dont vous parlez, il s'en est expliqué. Quand il a dit « moi c'est Hollande ». Oui, plaisanterie corrézienne. Alors c'était peut-être pas drôle, plaisanterie corrézienne. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut se souvenir de l'action de Jacques Chirac, de sa personnalité, des actes absolument essentiels, le Veldiv, l'Irak, de son bilan aussi, qui est très important, de sa vision aussi. Et donc c'est ça qui compte. Et je crois que c'est aussi à ça que servent les anniversaires. Alors, sa plaisanterie corrézienne, on ne va pas y revenir. Vous dites qu'elle était peut-être pas drôle parce qu'il parlait vrai, peut-être. Hein. Bon, enfin là, il y a déjà eu... Beaucoup de choses ont été dites. J'ai répondu très précisément à votre question. Alors, il est à l'origine de l'UMP, donc une force de centre-droit qui se déchire aujourd'hui. Vous, est-ce que vous estimez que la guerre des chefs à laquelle on assiste traduit également un conflit idéologique par rapport aux valeurs chiraciennes? Oui, je pense qu'effectivement, on assiste à deux crises. Et deux crises à un moment très particulier. Il ne faut pas oublier qu'hier, on a eu les chiffres, 50 000 chômeurs de plus, 50 000 familles qui basculent dans la peur du lendemain. Et donc ce spectacle, il est fondamentalement indigne. Il y a deux crises. Il y a la crise du leadership. Effectivement, on voit bien chaque jour son feuilleton, des allers-retours. Je pense qu'il y a un problème compliqué, réponse simple. L'UMP ne doit pas se diviser, parce que si l'UMP explose, le premier parti de la droite sera le Front National, et avec le système majoritaire, ça veut dire que c'est le Front National qui dominera. Donc l'idée d'un nouveau groupe est une mauvaise idée. Par ailleurs, il faut un président qui soit légitime, donc il faut faire simple, il faut revoter. C'est quand même incroyable que des personnes qui, à longueur de temps, ne cessent d'expliquer que ce qui compte, c'est la démocratie, la parole des militants, le vote, aujourd'hui ne soient pas capables de comprendre qu'il faut revoter. Mais alors, et il faut revoter vite. Par rapport à ce que vous disiez au début de cette réponse, François Fillon a évoqué une fracture morale et politique. Là, vous le suivez sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision? Il y a une deuxième crise qui est fondamentalement une crise idéologique. À quoi on a assisté en 5 ans? On parlait de Jacques Chirac. On est passé au fond de la ligne de Chirac, qui était un interdit vis-à-vis du Front National, à la ligne Buisson. La ligne Buisson, ce nouveau Charles Maurras de la droite française, le talent littéraire en moins, pour qui, si on veut gagner les élections, si on veut contenir le Front National, il n'y a qu'une solution, c'est sur beaucoup de sujets, parler comme lui. Alors, à quoi on a assisté, par exemple, dans le débat entre les deux candidats? Ils ont, au fond, avec des façons de parler différentes, dit la même chose sur ces sujets. En revanche, je crois que fondamentalement, beaucoup de responsables de l'UMP, beaucoup de militants et beaucoup d'électeurs ne sont pas d'accord avec cette ligne. Et derrière la violence qui se déchaîne actuellement, ce n'est pas seulement une question consistant à savoir qui aura les postes, qui aura le pouvoir, qui aura perdu ou pas perdu la face. Il y a aussi cette question idéologique derrière. De positionnement par rapport à l'extrême droite. Qui est majeure. Et il ne faut pas croire qu'elle ait été tranchée. Par exemple, quand on dit le nini, tout le monde est d'accord sur le nini. Mais moi, j'attends qu'on me dise les yeux dans les yeux qu'au second tour de l'élection présidentielle, s'il y a un candidat socialiste et un candidat du Front National, on donnera comme consigne aux électeurs de droite de s'abstenir, c'est-à-dire 48 ou 49% à Marine Le Pen. Donc je crois que cette question-là n'est pas tranchée. Oui. Et ce débat, une fois qu'on aura passé ces questions de personnes et qu'il y aura un président de l'UMP légitime, on a nécessairement devant nous ces questions. C'est pour ça qu'il y a une telle violence. On l'a compris, vous le rappelez là, Frédéric Salabarou, vous êtes favorable au Front républicain. D'ailleurs, vous aviez écrit une tribune dans le Figaro et on sait que Jacques Chirac en avait profité, bien sûr, en 2002. Et il l'a mis en œuvre. N'oublions pas non plus que ce n'est pas un problème nouveau. Dans les années 80, fin des années 80 et fin des années 90, c'est Chirac qui bloque toute tentative de volonté d'alliance avec le Front National. Donc aujourd'hui, on n'assiste pas à quelque chose de nouveau. Oui, bien sûr, je suis pour le Front républicain. On a compris votre position de principe. Donc ça veut dire que vous êtes plutôt Fillon que Copé?
Là pour encore, parler clair. non, je pense que le problème de l'élection à laquelle on a assisté... Mais là, si je vous demande de choisir. Ils ont dit la même chose. J'ai regardé de manière très clinique le débat. Ils ont très exactement dit la même chose. Or, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas ça. Et donc, on voit bien que de toute façon, on ne peut pas... C'est pas seulement une question de personne. Et à la limite, ce qui complique encore les choses, c'est que, à mon avis, pour des raisons tactiques, et l'un et l'autre se sont mis dans la ligne Buisson. Or, c'est pas ce que tout le monde... L'un et l'autre. Moi, j'ai regardé très précisément le débat et c'est très précisément ce que j'ai entendu. Ils ont dit la même chose sur le fond. Or, cette question de fond, elle n'est pas tranchée. Pour conclure, la guerre des égos, la guerre des chefs, le putsch, les règlements de compte ont toujours accompagné la carrière politique de Jacques Chirac. On pourrait rappeler quelques épisodes, avec Chaban d'abord, Giscard, Balladur. Non ? Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord. Je pense que le combat fait partie de la vie politique. Mais il y a un moment, c'est la dignité du spectacle qu'on montre et la façon dont on en sort. Jacques Chirac est toujours sorti de ces débats-là par l'élection, parfois par la défaite, souvent par la victoire. Prenez l'exemple de Chirac-Balladur, ça a été tranché par les Français en 1995. Donc je crois que là, il faut vraiment être dans le bon sens. Et le bon sens, c'est de dire aujourd'hui, il faut voter très vite. Merci beaucoup de votre visite dans le 19h, Frédéric Salabarou. On va retourner dans un instant dans l'hémicycle car le vote est maintenant terminé sur la partie recette du budget. On connaît déjà le résultat, on en a parlé dès le début de cette édition. Mais tout de suite, évoquons les nouveaux critères pour régulariser les sans-papiers, mais sans augmenter en fait le nombre de régularisations qui resteront de l'ordre de 30 000 par an. C'est l'enseignement de la circulaire et des déclarations de Manuel Valls aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur qui veut rompre avec l'arbitraire des préfectures, mais qui laisse les associations sur leur faim. Mathilde Bélanger. Clarifier les règles d'obtention d'un titre de séjour, c'est l'objectif de cette circulaire présentée aujourd'hui par Manuel Valls. Sont concernés les parents présents en France depuis au moins 5 ans, ayant un enfant scolarisé depuis au moins 3 ans, les jeunes majeurs qui peuvent justifier de 2 ans d'une scolarité assidue le jour de leurs 18 ans, enfin les salariés présents depuis au moins 5 ans pouvant justifier 8 mois de travail sur les 2 dernières années ou 30 mois sur les 5 dernières. Mais pas de vague de régularisation à l'horizon. Pour le ministère, pas question d'en augmenter le nombre, elle devrait rester au même niveau, soit 30 000 environ par an. Il n'y a pas d'appel d'air. Cette circulaire ne permet pas une régularisation massive. Cette circulaire correspond plus ou moins aux chiffres que nous connaissons jusqu'à maintenant. Mais elle est exigeante, responsable, juste et équitable. Pour les associations, c'est un progrès car les règles devraient désormais être les mêmes pour tout le monde, mais ils regrettent des critères trop sévères selon eux et pas toujours adaptés aux réalités des situations. 5 ans de résidence et 3 ans de scolarisation pour les enfants, cela va laisser de côté un certain nombre de familles. Pour les travailleurs, il y a des éléments de progrès. Il n'en reste pas moins vrai que dans la période, produire des fiches de paye sur les 8 derniers mois, ça reste quelque chose de très compliqué. La circulaire entrera en vigueur le 3 décembre. On estime à 200 000 au moins le nombre de sans-papiers en France. À l'instant, le vote du Sénat sur le premier budget du quinquennat Hollande et nous retrouvons dans l'hémicycle Delphine Girard. Vous avez le résultat ? Oui, Michel, et sans surprise, eh bien, le texte a été rejeté. 156 voix pour l'adoption, 165 voix contre. Il y a donc 9 voix d'écart. On le sait, ici, la majorité est très serrée. Au Sénat, eh bien, malgré les appels de François Rebsamen à limiter l'automutilation des compétences du Sénat, il a estimé eh bien, que notre Assemblée mérite de poursuivre l'examen du Sénat. Cela n'a pas marché. Nous allons y venir, Michel, tout de suite avec notre invité. Venez, Jérôme Cahuzac, vous êtes en direct sur Public Sénat. Ce texte vient donc d'être rejeté. Une réaction ? La première partie du budget, c'est-à-dire la partie recette, vient d'être effectivement rejetée, puisque le groupe communiste ayant décidé de s'abstenir, chacun sait que sans leur voix, la gauche n'est pas majoritaire au Sénat. Cela confirme ce que l'on savait déjà. Il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas une majorité gouvernementale comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Il me semble que, au-delà du regret que, bien évidemment, comme ministre du Budget, je peux manifester devant ce vote, il me semble que pour autant, ce vote permet de clarifier les choses en appelant, je l'espère en tout cas, à la réflexion les uns et les autres sur la nécessité de s'inscrire ou pas
dans cette démarche gouvernementale. Par cette abstention, les communistes basculent définitivement dans l'opposition ce soir, selon vous? C'est à eux de le dire. Ce qui est certain, c'est que par cette abstention, ils ne s'inscrivent pas dans la logique majoritaire que souhaitent le président de la République et le Premier ministre. Est-ce que le dialogue est rompu ce soir avec les communistes, selon vous? Certainement pas. Je viens de parler avec certains des sénateurs communistes, dont je ne suis pas certain d'ailleurs que le vote qu'ils ont décidé d'avoir les satisfasse pleinement. Mais des choix sont parfois nécessaires qui peuvent être difficiles ou cruels. Une dernière question, Jérôme Cahuzac. Vous aviez souhaité une seconde délibération sur certains articles qui avaient été retoqués par le Sénat. Pourquoi avoir demandé cette seconde délibération, tout en sachant que la première partie, le volet recettes, allait être rejeté? Je ne pouvais pas préjuger du vote sur la première partie. Et dès lors que je ne pouvais pas préjuger de ce vote, il me paraissait essentiel, par cette deuxième délibération, de rappeler ce qu'étaient les choix fondamentaux du gouvernement, et en matière d'équilibre des finances publiques, et en matière de politique fiscale. C'est le 4e texte qui a été rejeté par les sénateurs. Un nouveau revers pour le gouvernement. Est-ce qu'il y a un problème avec le Sénat ce soir? C'est ce que je me suis permis d'indiquer tout à l'heure. Il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas une majorité gouvernementale comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Mais chacun sait que l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de contestation avec le Sénat, et l'essentiel est bien là. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Voilà, Michel, pour cette réaction de Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Merci beaucoup Delphine, et merci donc pour cette première réaction du ministre du Budget, donc Jérôme Cahuzac, qui a exprimé à l'instant les regrets de voir le premier budget du quinquennat Hollande rejeté à la suite de l'abstention du Parti communiste. Avec nous donc Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, bonsoir. Marie-France Beaufils, sénatrice communiste, vous êtes interpellée là par le ministre du Budget, déçu à cause de vous, même s'il dit que le dialogue n'est pas rompu. Avec nous également François Marc, rapporteur général du Budget. Vous avez défendu jusqu'au bout les grandes orientations du gouvernement. Vous n'avez pas été suivi par la majorité de gauche au Sénat, on l'a bien dit. Avec nous également le sénateur centriste Jean Arthuis. Alors d'abord, Madame Beaufils, vous avez le sentiment de mettre ce soir le gouvernement Hollande dans l'embarras? Écoutez, nous avons souhaité, depuis que la loi de finances a été préparée par le gouvernement, nous avons souhaité qu'il y ait un autre contenu qui soit donné à ce budget. Des aspects vont dans le bon sens. Nous l'avons dit tout à l'heure encore dans notre explication de vote. Qu'est-ce qui, finalement, fondamentalement, vous a retenu dans votre vote? Écoutez, il y avait déjà, François Marc tout à l'heure disait qu'en ce qui concernait la démarche qui était celle de mettre l'imposition sur le revenu et sur le capital dans la même orientation était une démarche commencée. Oui. Elle est commencée mais fortement réduite au moment où on est en loi de finances au Sénat, puisque la décision qui a été prise de répondre aux pigeons fait que la recette d'1 milliard qu'on attendait dans ce budget se réduit à 250 millions. C'est déjà un point qui, pour nous, a été quand même un aspect qui allait à l'inverse de ce que l'on voulait par rapport à d'autres propositions que nous avions faites. D'accord, vous estimez ne pas avoir été suivi sur vos recommandations. Alors, vos commentaires politiques maintenant, Fabienne Keller et Jean Arthuis. Madame Keller. Voilà le 3e texte qui fait l'objet d'une abstention par le Parti communiste. Monsieur Cahuzac semble suggérer que la majorité gouvernementale serait en fragilité, c'est lui qui le dit, et c'est très factuel, puisqu'après le texte sur l'énergie, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le 3e vote qui n'est pas favorable. Je sais qu'il y a des sujets de cohésion au sein du gouvernement. Sur le sujet de l'écologie également, les Verts sont très déçus par l'absence de cap sur des thématiques comme l'énergie ou le développement durable. Il n'y a pas de majorité gouvernementale. Il y a une majorité pour désigner un président du Sénat, mais manifestement, le gouvernement cherche une majorité au Sénat, en dépit des efforts du rapporteur général, qui s'est livré à un exercice talentueux. Monsieur Marc, est-ce que c'est une rupture quand même dans la majorité de gauche du Sénat On a entendu le ministre du Budget très prudent avec le vocabulaire qu'il employait vis-à-vis des élus communistes. Je crois que la question n'est pas de savoir si aujourd'hui il y a un déséquilibre par rapport à telle ou telle situation au Sénat. La question est de savoir si on veut sauver la France.
La France est dans une situation épouvantablement difficile. C'est ça la question. Et donc, au lieu de parler de ce qu'il n'y a pas dans le budget, moi je pense que ce qui compte, c'est d'essayer aujourd'hui de soutenir le gouvernement et de voir ce qu'il y a dans le budget. Et ce qu'il y a dans le budget, de mon point de vue, c'est à la fois la volonté de redressement et de favoriser donc la croissance, mais il y a aussi la recherche d'une plus grande justice fiscale. Et de ce point de vue, les avancées sont considérables. Donc, ne pas reconnaître que dans ce budget, il y a la satisfaction de ces objectifs et de recherche de justice accentuée, je crois que c'est pas, à mon sens, satisfaisant. Et je crois qu'aujourd'hui, on a à regarder l'avenir, à regarder la situation que nous allons faire à la génération future. Si on n'améliore pas la situation des finances publiques, personne ne pourra s'en sortir. Vous êtes sensible à ce discours et aux mesures peut-être qui ont été prises. Qu'est-ce qui vous a rebuté, vous? C'est peut-être la perspective de croissance qui a été retenue par le gouvernement? Oui, j'ai l'impression que le gouvernement a préparé un projet de loi de finances dans la ligne de la campagne présidentielle. Absolument. C'est-à-dire avec ce que ça peut avoir d'incantatoire et de distance par rapport à la réalité. Et puis, de mois en mois, on annonce une montée du chômage. Il y a eu le rapport Gallois. Le gouvernement prend conscience qu'il y a un problème de compétitivité. Et voilà qu'au moment où on nous demande de voter un projet de loi de finances pour 2013, au même moment, les députés qui examinent le collectif de fin d'année, c'est-à-dire ce texte qui ajuste les recettes et les dépenses de 2012, le gouvernement, par amendement, introduit son pacte pour l'emploi et la compétitivité. C'est sans précédent. Alors, les circonstances sont exceptionnelles, la crise est là, le feu est dans la maison, mais le gouvernement n'est pas suffisamment clair et ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il faudrait faire. Donc, alors, Fabienne Keller, un mot. Le point que vient de faire Jean Arthuis est essentiel. Nous sommes censés voter, décider du projet de budget pour 2013. Et en fait, l'essentiel n'y est pas. L'essentiel, c'est-à-dire l'inflexion enfin donnée, comme Jean vient de l'expliquer très clairement, à sa politique pour défendre l'emploi. Les chiffres hier sont à nouveau catastrophiques. Ça fait le 15e mois. Donc, l'efficacité de notre économie, recréer de la richesse, recréer de l'emploi, c'est stratégique et c'est pas, et nous n'en parlons pas. Madame Beaufils, pour conclure, parce qu'on a un plus mot la pour dire place. quand même que depuis 10 ans que la droite est au pouvoir, elle n'a pas apporté les réponses et que le résultat dans le domaine du chômage que nous avons ici, aux critiques du centre et de la droite dans ce domaine, mais je voudrais quand même préciser les choses. Dans notre positionnement, nous sommes pour plus de moyens, pour nous permettre d'agir plus efficacement et de faire en sorte justement qu'on sorte le pays avec plus de justice sociale, plus d'efficacité fiscale. Merci à tous. Merci d'être venus comme cela, très vite, à l'arraché, j'ai envie de dire, après le vote qui est intervenu durant cette édition où nous l'avons vécu en direct avec Delphine Girard et Perrine Tarnot qui suivaient tous les débats dans l'hémicycle. Merci encore. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été patient. À 22h, Sonia Mabrouk et à suivre sur LCP Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir. Bonsoir.